suis intéressée pour cette communication à deux romans. Et la communication, je ne sais plus comment je l'avais intitulée, quelque chose comme récit d'héritier ou portrait de l'écrivain en héritier. Et je commencerai par dire que parmi l'ensemble important des récits justement autobiographiques qui se multiplient dans l'extrême contemporain, certains pourraient se définir comme peut-être une sous-catégorie qui pourrait être celle des récits d'héritiers. En ce sens que l'auteur se présente comme le rejeton d'une lignée illustre à laquelle il accorde une grande importance dans son récit, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène du statut de l'héritier dans le récit lui-même. Alors, ces deux récits m'ont intéressée parce que lorsque j'ai reçu donc cet appel à communication, je venais de les lire et je pense qu'il y aurait justement une poétique peut-être du récit d'héritier ou du personnage de l'héritier à développer. Alors, ces deux textes sont d'une part Les Pieds dans l'eau, qui est écrit par un auteur assez productif qui s'appelle Benoît Dutertre, et qui a été publié chez Gallimard en 2008. Et dans ce récit, Benoît Dutertre évoque donc sa famille qui, autour de la station balnéaire d'Étretat en Normandie, qui a été peinte, décrite par des auteurs comme Maupassant, peinte par Renoir et par beaucoup d'artistes, et qui a été très à la mode au début du siècle et disons dans la première moitié, enfin qui est toujours à la mode, mais qui a pris maintenant une autre coloration. Alors, Benoît Dutertre est l'arrière-petit-fils d'un président de la République, René Coty, qui avait acheté une villa donc à Étretat, puisqu'il était originaire de Normandie. Et je mets en regard enfin un autre texte, celui de Frédéric Beigbeder, qui est un personnage très médiatique en France, qui a peut-être essayé de gagner, d'ailleurs à travers ce roman, une sorte de légitimité d'écrivain en s'inscrivant dans un exercice qui est celle de l'héritier, parce que vous l'avez compris, je vais aussi parler de l'héritage littéraire et artistique, dont ces gens se réclament. Et donc Frédéric Beigbeder publie un roman français en 2009 qui a reçu un bon accueil critique et qui relève de la même veine. Frédéric Beigbeder est le rejeton, alors lui, d'une famille à la fois qui relève de la noblesse et de la grande bourgeoisie, puisque un de ses grands-pères était la fortune la plus riche de Pau, parce qu'ils avaient des établissements sanatorium, etc. Donc c'est une famille qui a une histoire, comme il le rappelle, qui remonte aux croisades du côté justement de sa noblesse, puisqu'il descend du Capet. Mais comme il dit, comme beaucoup de gens, puisque statistiquement, en fait, il y a beaucoup de gens qui descendent du Capet. Mais bon, je développerai à partir de ces deux récits quatre points qui me semblent, parmi d'autres, mais enfin qui m'ont particulièrement frappée, pour essayer de voir qu'en fait, il semblerait que d'un roman à l'autre, quand même, il y a des choses qui se répètent, qui sont en écho. Alors, je commencerai par quelques considérations sur la forme. Deuxièmement, j'examinerai quelques aspects de la construction de ce jeu du narrateur, du personnage de narrateur qui est celui de l'auteur, puisqu'il s'agit d'une autobiographie et non pas d'une autofiction, en tant que membre d'une famille notable. Donc on va recouper la question de la généalogie et je pense que ça va faire écho à ce qui a été dit précédemment. Troisièmement, je parlerai de l'importance de l'histoire, avec donc un grand H, dans ces récits identitaires. Parce que ces histoires familiales et généalogiques recoupent des histoires nationales et sociales.
Et évidemment, enfin, ça n'est pas si évident, mais en fait, dans ces récits, il y a la conscience, si vous voulez, d'une identité qui s'inscrit à la fois dans une famille, mais à la fois dans une société, dans un pays et dans une histoire. Bon. Et enfin, en quatrième point, j'aborderai rapidement la question de la mise en scène de l'écriture et de la vocation d'écrivain, ou comment justement l'héritier se portraiture en écrivain. Pourquoi suis-je écrivain, moi l'héritier, et comment en tant qu'héritier ai-je la légitimité de prendre la plume pour raconter ces histoires, et quelle est ma posture? Toutes ces questions travaillent beaucoup ces deux récits. Alors, quelques considérations rapides sur la forme de ces récits. D'abord, ce sont des récits qui revendiquent un droit à parler de la réalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le retour du récit qui s'inscrit dans un lieu réel, dans des lieux réels, dans des dates réelles et dans des noms réels. Et disons que ce sont des récits qui multiplient justement ces appels à la réalité, ces ouvertures vers la réalité, même si Beigbeder, beaucoup plus que Dutertre, Beigbeder pose quand même le problème de sa capacité à raconter la réalité, puisqu'il parle quand même de son amnésie concernant son enfance, et de son absence de souvenirs d'enfance, évidemment, qui fait écho au début de Pérec, qu'il cite d'ailleurs, hein, donc il s'inscrit. Mais en même temps, il dit « j'invente peut-être », ou je ne sais pas si ce sont des souvenirs recomposés, mais enfin, en tout cas, il y a la revendication d'une réalité, d'une fidélité, en tout cas, à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la réalité. Alors, Houellebecq préface le récit de Beigbeder en lui rendant hommage, en disant ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Et Houellebecq est aussi un écrivain qui revendique justement ce retour de la réalité dans la fiction, sous une certaine forme en tout cas. Quant à Benoît Dutertre, il met en exergue à son récit une citation de Maupassant, Maupassant qu'il va citer d'ailleurs abondamment au fil du récit, comme si sa parole se fondait dans celle de Maupassant pour décrire les lieux ou pour raconter des choses sur Étretat, la population d'Étretat. Alors, Maupassant qui est quand même quelqu'un qui est réputé pour justement relever d'une esthétique réaliste en tout cas dans certains de dans une bonne partie de son œuvre. Alors, ces récits se caractérisent également par une esthétique, dirons-nous, du pêle-mêle, mais c'est un peu une loi du genre, c'est-à-dire que ce sont des livres de souvenirs que les deux auteurs cherchent à vraiment bien organiser, parce que quand on regarde en fait les tables des matières, c'est extrêmement structuré, il y a des titres, il y a des chapitres qui sont pensés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le chaos, mais on est dans la volonté d'organiser des souvenirs qui sont mêlés à des descriptions de paysages, à des portraits de personnages de la famille, à des considérations sur l'histoire de France et sur l'histoire, par exemple, d'Étretat. C'est-à-dire que ce sont des formes qui sont extrêmement intégrantes, ce qui est fragmenté, ce qui n'empêche pas quand même une organisation qu'on pourrait fouiller, enfin, dont on pourrait montrer qu'elle est quand même tout à fait pensée. Alors, on a également des éléments qui sont d'ordre didactique, qui vont cohabiter avec, comme chez Beigbeder, un passage qui est purement de l'ordre du poétique, ou alors un passage qui fait une liste de ce qui tient de sa mère, de ce qui tient de son père. Donc, vous voyez, c'est quand même assez ouvert. Pareil chez Dutertre, on a des passages qui sont des évocations poétisées, justement, des magnifiques paysages d'Étretat, et de la plage d'Étretat, de la lumière d'Étretat, etc. Bon. Alors, ce sont des récits qui sont globalement linéaires, qui sont organisés par un fil quand même, je dirais, peut-être pas d'intrigue, mais qui permet
au lecteur finalement de s'y retrouver, même si Houellebecq trouve que quand même il y a un peu de confusion dans le récit de Beigbeder, mais, mais en même temps, si vous voulez, ça fait des récits qui sont extrêmement agréables à lire, accessibles, parce que, Benoît du Tertre, lui, fait l'histoire d'Étretat et de sa famille, donc ça suit une ligne, même s'il y a des ruptures anachroniques liées aux souvenirs, etc. Mais c'est très facile à suivre. Quant à Frédéric Beigbeder, il ancre justement ce récit autobiographique à l'intérieur d'un autre récit, puisque Beigbeder s'est fait prendre par la police française en train de sniffer de la cocaïne sur le capot d'une voiture, à la sortie d'une boîte de nuit, avec des copains, etc. Et donc, il a été mis en garde à vue. Et alors, cette garde à vue est racontée, puisqu'il la vit comme quelque chose d'infamant, comme une épreuve, et c'est dans le cadre de cette garde à vue qu'il commence à composer le livre qu'il va écrire après, puisque ses souvenirs lui reviennent, et pour passer le temps, il essaye de s'interroger enfin sur qui il est, et aussi s'interroger sur le fait que lui est en garde à vue quelques jours avant la date où son frère aîné va recevoir la Légion d'honneur à l'Élysée. Voyez, donc il y a un grand écart entre les deux situations. Et donc c'est à partir de ce fil conducteur de la garde à vue que l'histoire de sa vie et de sa famille va se greffer. Alors, deuxième point, il s'agit de construire le portrait du personnage de l'héritier au sein d'un roman familial. Alors, on retrouve dans ces récits les passages attendus dans la plupart des récits de passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, alors notamment les premières amours ou attirances sentimentales et physiques. À noter que Frédéric Beigbeder est beaucoup plus impudique que du Tertre, qui est plus discret, plus allusif sur ces questions-là, alors que Beigbeder ne nous épargne rien, ni de ses premiers baisers avec son appareil dentaire, de ses complexes, etc. Mais outre ces passages, disons, un peu attendus, l'histoire familiale tient un grand rôle dans la construction de l'identité autoriale qui se présente comme essentielle. Alors, les deux récits installent en fait le personnage du narrateur dans une généalogie qui est toujours racontée avec précision et qui passe par des portraits de personnages remarquables. Alors, on note l'importance, par exemple, des figures de patriarches. Dans ces deux textes, il y a toujours la figure. Il y a aussi des figures maternelles qui sont très importantes, mais il y a toujours la figure du grand-père ou de l'arrière-grand-père, par exemple pour Benoît du Tertre, le président Coty, et pour Frédéric Beigbeder aussi le grand-père, les arrière-grands-pères. Donc, et on remonte plus loin, ça concerne également des ancêtres, qui est, par exemple, Frédéric Beigbeder a un ancêtre qui est mort dans un assaut de la guerre de 14-18, crucifié sur des barbelés, il y est allé sachant qu'il allait mourir, donc il y a toute une réflexion autour de ces figures, finalement, qui nous sont contemporaines, même si on ne les a pas connues, et qui continuent à se transmettre dans l'histoire familiale et par des objets. Alors, on note également que cette dimension généalogique est dans les deux récits vécue comme une causalité très importante. C'est-à-dire que on dirait que les deux auteurs s'attachent à montrer pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont à cause de qui les a précédés. Et ça, c'est pas une attitude tout à fait commune, hein, parce qu'il y a eu un moment, au contraire, Sartre, par exemple, voulait montrer que justement, on choisit ce qu'on est, etc. Eux, ils montrent exactement l'inverse. Et ça va parfois très très loin, puisque, par exemple, Beigbeder fait tout un chapitre où il fait la liste de ce qui tient du côté maternel, de ce qui tient du côté paternel,
Benoît du Tertre aussi explique un certain nombre de choses dans son comportement, dans sa vie et même dans sa façon d'écrire par rapport à ce qui à l'héritage littéraire et artistique et même social qui lui a été légué par cette famille. Et c'est toujours intéressant de voir que dans les deux cas, il y a bien la famille paternelle, la famille maternelle, et que ce ne sont pas les mêmes choses, et que ce sont qu'on n'a pas affaire à une unité. Et donc, importance de la causalité, étant bien entendu qu'il y a des ouvertures qui pourraient être des ouvertures vers l'analyse psychanalytique ou plus psychologique, mais que ces deux récits n'entrent jamais de façon explicite et profonde dans la question. On n'est pas du tout dans des récits analytiques. Et en revanche, il peut y avoir des portes ouvertes qui laissent passer des interprétations de cet ordre, mais on voit bien que les deux récits refusent de s'enfermer là-dedans, c'est-à-dire qu'on reste, disons, dans des appels qui sont de l'ordre grand public, mais qui ne dépassent pas un certain niveau d'explicitation. Par exemple, Frédéric Beigbeder explique une partie de sa personnalité et de son œuvre par le fait qu'il est en fait le cadet de Charles Beigbeder, dont on parle en France régulièrement. C'est un grand homme d'affaires qui veut maintenant lancer un parti politique. Bon. Et donc Charles Beigbeder est l'enfant idéal, le fils idéal, beau, toutes les filles il aime, alors qu'il ne regarde pas le second, le cadet, donc qui a grandi dans le... Et Beigbeder, Frédéric, l'écrivain, explique qu'il est devenu ce gars qui fume, qui a fait des expériences avec la drogue, qui a divorcé 2 fois, qui a une vie un petit peu décalée, parce que justement son fils, son frère était le fils parfait qui, lui, est devenu catholique pratiquant, une famille stable, des enfants bien élevés, etc. Et donc, c'est vraiment très présent dans ces récits. De la même façon, du Tertre insiste sur le fait que le grand homme de la famille était bien président de la République, René Coty, mais qu'en même temps, ce qu'il appelle les cousines, c'est-à-dire les petites filles de René Coty, ont mis un point d'honneur à ne jamais tirer avantage de leur position sociale. C'est-à-dire qu'elles ont toutes épousé des gens normaux. Donc, c'est d'actualité, voilà. Il y a une obsession de la normalité. Et c'est-à-dire qu'il a été élevé avec l'idée qu'il avait beaucoup de chance et que les autres n'avaient pas tout ce qu'il avait et qu'il fallait surtout pas en tirer avantage. Donc lui, il a été obsédé par le fait d'être quelqu'un de normal et en même temps, Benoît du Tertre revendique on comprend qu'il est homosexuel et que et Beigbeder, encore une fois, c'est plutôt un homme à femme. Voyez, donc on est dans des positions de gens qui sont à la fois dans la tradition, dans le fait de revendiquer leur tradition, mais qui sont en même temps dans des positions un peu décalées par rapport à cet héritage. Alors, principe de causalité très forte. Aussi, ce qui pourrait être frappant et ce qui pourrait être exploité, c'est que comme ils ont la mémoire de plusieurs générations de leur famille. Et donc, ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est qu'ils remarquent à quel point il y a des traumatismes qui se transmettent de famille en famille. Et ça, c'est une chose qu'on a peut-être un petit peu oubliée avec les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce que, comme ils le disent, les 30 Glorieuses, au début, dans l'après-guerre, les gens avaient un devoir d'oubli. Ce n'était pas un devoir de mémoire, c'était un devoir d'oubli pour vivre, pour revivre, etc. Et donc ce devoir d'oubli, j'ai perdu ce que...
Voilà, ce devoir d'oubli a fait peut-être un petit peu oublier que les gens qui ont grandi dans les Trente Glorieuses, qui ont profité de toute cette amélioration du confort, de la santé, de ce monde sans chômage, etc., c'était quand même aussi des gens qui portaient en eux des traumatismes de l'occupation et des traumatismes aussi de 14-18. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux généalogies, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de cet ordre-là. Par exemple, Frédéric Beigbeder dit « Le monde d'après 14-18, c'était un monde sans père. » Parce qu'il y avait tellement eu d'hommes tués ou qui sont revenus complètement handicapés, enfin les gueules cassées du front, que effectivement, il y a eu quelque chose qui a été... alors il est un peu obsédé par je dirais pas par le patriarcat, mais quand même, il est un peu obsédé par les figures comme ça, viriles, de patriarche, de père, etc. Bon, ses parents... Enfin, lui-même, ses parents ont divorcé, donc la figure paternelle était un peu éloignée. Alors, autre élément qui est aussi très important, ce sont les lieux. Les lieux, et je vais un peu accélérer parce que les lieux, c'est-à-dire que la ville d'Étretat est très importante pour Benoît du Tertre. Et il y a une villa familiale, la Ramée. Alors, on suit l'histoire de la famille à travers l'histoire de la maison, qui à Étretat va se dégrader parce que quand la famille perd un peu de son lustre, bon, on ferme des pièces, on est obligé de vendre des souvenirs du président de la République, etc. Et pareil pour Frédéric Beigbeder, sa magnifique maison de famille à Guétary, là sur la côte basque, est devenue un hôtel de luxe. Voilà. Ils ont été obligés de la vendre parce qu'au moment des héritages, etc., il a fallu vendre. Alors, troisième point, vraiment très rapidement que je résume, ce sont on construit ces personnages à travers des contextes socio-historiques très importants. Alors, bon, c'est évident pour Du Tertre, dont le grand-père est président de la République, mais Beigbeder donc établit un lien entre sa famille et l'histoire de France. Dans un petit chapitre qui s'intitule Mythomanie, donc bon, on voit aussi un peu la distance et l'ironie qu'il a par rapport à sa propre... Il dit « Telle est la vie que j'ai vécue, un roman français ». C'est l'histoire d'un... Alors, il parle de son histoire, et puis il dit c'est l'histoire d'un pays qui a réussi à perdre 2 guerres en faisant croire qu'il les avait gagnées, et ensuite à perdre son empire colonial en faisant comme si cela ne changeait rien à son importance. C'est l'histoire d'une humanité nouvelle, où comment des catholiques monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j'ai vécue, un roman français. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en écho entre la généalogie, leur histoire individuelle, et celle d'un pays, d'une nation, d'un groupe. Et on retrouve chez les deux des dates qui sont données aussi par les historiens comme des dates importantes. Par exemple, les Trente Glorieuses, l'émancipation progressive, l'introduction de la musique yéyé anglo-saxonne, la date de 68 considérée comme un véritable changement avec une façon de vivre et les valeurs justement de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Par exemple, le divorce Beigbeder, ses parents divorcent en 72 et ils sont vraiment dans les mouvements de l'époque. Et Beigbeder commente l'avènement d'une nouvelle bourgeoisie qui fonctionne sur des valeurs complètement différentes en partie différentes, beaucoup plus people, beaucoup plus célébrité et avec un nouveau capitalisme. Donc il définit bien ce passage. Et pour marquer ces changements, vous avez c'est intéressant à étudier la référence aux chansons, la référence aux objets, par exemple à des types de gâteaux qui ont vraiment marqué des générations de gens, je pense au Chamonix orange par exemple, des choses comme ça. Et c'est un peu le même travail que fait Annie Ernaux dans les années, sauf qu'Annie Ernaux n'est pas une héritière. Enfin, pas héritière de la même chose et de la même façon. Mais c'est le même travail. Et Beigbeder fait allusion à Annie Ernaux justement au travail, donc il s'inscrit dans cette reconnaissance. Hein, voilà, on marque les générations, on observe les changements, c'est-à-dire que l'écrivain, ici, et son personnage sont à la fois l'observateur de changements et ils sont eux-mêmes des changements qu'ils observent sur eux. Ils sont des sismographes, hein, comme
à la fois de la permanence des traumas de la guerre, mais Beigbeder parle justement du féminisme, de son utopie, des évolutions sociales, et quand même ce qu'il constate l'un et l'autre, et ça me semble très important, c'est que la société actuelle, justement, c'est une société sans histoire, sans passé, sans cumulation d'expériences, c'est une société qui est dans l'instantané, dans le présent. Et ça me semble très important par rapport à leur... Alors, le dernier point, ils racontent comment ils viennent à l'écriture. Ils viennent à l'écriture tous les deux à travers une expérience familiale. Vacances familiales pour l'un, et puis l'autre, du Tertre, écrit l'histoire de De Gaulle, parce que son père était passionné par De Gaulle. Donc, ils insistent l'un et l'autre sur les liens qu'avait leur famille avec des artistes, des écrivains, par le lieu où vivait la famille, ou par les gens qui étaient dans la famille, qui eux-mêmes écrivaient, faisaient des tableaux. Donc sur un héritage artistique et littéraire, et aussi sur tous les mœurs, enfin les mœurs bourgeoises, enfin dans lesquelles ils ont grandi. Ce que je disais, ce qui pourrait être développé également, c'est que leur parole d'écrivain se situe quand même en décalage. Et là, ça reprend un petit peu ce qui était dit ce matin, tout à l'heure, ce que vous disiez sur Agamben, c'est que le contemporain, c'est quand même quelqu'un qui est un peu en décalage, et eux-mêmes se définissent comme des gens dedans, mais aussi en dehors, et c'est ça qui leur donne la capacité d'écrire avec ironie ou humour. Et on pourrait également développer toutes les réflexions qu'ils font sur le désir d'écrire, conserver quelque chose qui s'en va, justement garder la mémoire dans un monde qui cherche à l'effacer, et montrer que le passé existe, qu'il a un poids, c'est aussi une force. Et il y a le désir de retrouver l'origine aussi, parce que Beigbeder, par exemple, dans son amnésie, désire retourner à l'origine. Alors évidemment, les pieds dans l'eau, l'un comme l'autre parlent de deux plages. Alors retour à la mer, retour à l'origine, il y a aussi quand même quelque chose qui se joue, je pense, sur le plan de l'imaginaire bon. Et bon, je finis. Donc, juste en conclusion, deux mots. Que font les héritiers de ces valeurs dont ils portent la mémoire et qu'ils observent avec un décalage? Eh bien, ils ont tous les deux une conclusion identique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas dans la haine de leur origine bourgeoise, mais tous les deux, ils la revendiquent. Ils la revendiquent en disant que finalement, c'était un art de vivre qui avait ses agréments, qui avait son humanité, et que peut-être par rapport à ce que les gens vivent actuellement, il y a des choses à en prendre, des exemples à en tirer. Alors, leur ambiguïté, c'est qu'en même temps, tout en disant cela, ils disent que s'ils se permettent d'aimer cette civilisation bourgeoise qui est en train de disparaître, c'est parce que justement, elle disparaît. Et que tout le côté carcan, hypocrisie, etc. n'est plus ressenti, alors que peut-être ils auraient été beaucoup plus révoltés s'ils l'avaient vécu comme quelque chose d'oppressant, enfin comme un système de vie dominant. Alors, c'est justement cette transmission, enfin, qui me semble être vraiment, cette obsession de la transmission, qui me semble vraiment importante, à travers une scène qui revient aussi dans les deux romans. Peut-être l'un s'est inspiré de l'autre d'ailleurs. C'est que le grand-père apprend à son petit-fils à faire des ricochets dans l'eau. Et donc il y a toute une esthétique du ricochet qui est un défi à la pesanteur,
provisoire certes, mais malgré tout. Et Beigbeder, qui a une fille qui s'appelle Chloé, fait avec cette fille, à la fin de son livre, là, un roman français, il lui apprend à faire des ricochets aussi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se boucle dans cette... il y a la volonté de conserver une transmission et de lutter contre ce qui apparaît à ces deux personnages d'héritiers comme un oubli de choses qui étaient peut-être lourdes, mais un oubli qui en soi est présenté quand même comme quelque chose de négatif. Voilà, je vous remercie.